Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ce matin avec le professeur Stéphane Charpier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes auteur d'un livre que j'ai ici, La science de la résurrection, dans lequel vous racontez vos recherches sur le cerveau, mais pas seulement. Vous racontez aussi l'histoire de votre discipline, l'histoire de la médecine, puisque vous êtes neurophysiologiste, professeur à Sorbonne Université. Vous dirigez une équipe INSERM au prestigieux Institut du cerveau. Vous allez nous raconter les expériences que vous menez sur les limites de notre cerveau, de notre conscience, de notre connaissance. Une limite aujourd'hui encore insaisissable qui sépare la vie de la mort. Comment mesurer dans notre cerveau l'instant de la mort? À quoi ressemble l'extinction des connexions synaptiques électriques? Ou, comme l'écrivait Mary Shelley dans le célèbre roman Frankenstein, on mesure l'étincelle de vie. Je n'ai pas cité Frankenstein par hasard, puisque vous le faites vous-même, le parallèle, dans votre livre, avec ce récit matriciel de la science-fiction, Frankenstein ou le Prométhée moderne, publié il y a 200 ans, dans lequel le docteur Frankenstein travaille à réanimer une créature formée à partir de cadavres en décomposition, un récit qui a fait cauchemarder plusieurs générations, mais que vous citez avec poésie et métaphysique, pour quelque part, comme vous le dites modestement, vous rendre compte que vous faites un peu partie d'une famille de Dr Frankenstein. On va donc voyager avec vous ce matin sur cette frontière évanescente entre vie et trépas, entre science et littérature, en essayant de ne pas trépasser nous-mêmes. On va essayer. Et nous allons découvrir aussi des Frankenstein de notre histoire, tel le génial Galvini qui en son temps fit frissonner des pattes de grenouille avec de l'électricité statique avant de plonger dans vos recherches qui questionnent les signaux électriques de notre cerveau au moment de la mort et de la réanimation. Nous aurons besoin ce matin, non pas forcément d'un cerveau, mais d'un cœur bien accroché pour certaines histoires que vous allez nous raconter. Deux, je pense. Et ma première question, si j'ose, est celle-ci. Êtes-vous vraiment Frankenstein? Ça, c'est la question qui tue d'emblée, si j'ose dire. En tout cas, c'est comme ça que m'appellent certains de mes collègues et de mes étudiants aussi. Je suis un peu maintenant le docteur Frankenstein de Sorbonne Université. Je rêverais d'être le docteur Frankenstein, c'est-à-dire de réussir l'impossible. C'est-à-dire quelque chose qui est... Et là, je m'excuse d'emblée, mais quelque chose qui est fondamentalement impossible, c'est de revenir à la vie. C'est impossible parce que la mort, par définition, c'est sa nature, c'est son ontologie, c'est qu'elle est irréversible. Alors moi, je ne sais pas définir la mort, mais par contre, on peut considérer, par effet de contraste, que la mort, c'est l'absence de l'état vivant. Et quand cet état vivant a disparu, il est rigoureusement impossible de le récupérer. Alors, Dr Frankenstein, j'aimerais bien, mais je crains que pour l'instant, ce ne soit pas possible. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots, avant qu'on plonge un peu plus dans le détail, vos recherches? Alors mes recherches, depuis le début, en fait, elles consistent à enregistrer et analyser les signaux électriques qui sont produits par notre cerveau. Alors ces signaux électriques, il y en a énormément, donc si je pouvais maintenant mettre, si je peux me permettre, Quentin, te poser une électrode sur le crâne, ou encore mieux, si je pouvais t'ouvrir le crâne, et pour la science, et poser une électrode sur ce que vous voyez sur cette image derrière moi, à gauche, cette écorce cérébrale magnifique qu'on appelle le néocortex, et bien si je pouvais faire ça, je verrais à ce moment-là des fluctuations électriques. Et ces fluctuations électriques, elles sont tout à fait extraordinaires parce qu'en fait, elles reflètent l'activité des neurones qui se trouvent en dessous, et les structures de ces fluctuations reflètent ton état de vigilance, ton état mental et peut-être même le contenu de ta pensée. Donc quand on regarde ces activités électriques cérébrales, on a un reflet en fait de ce qui se passe non seulement dans les neurones et dans le circuit de neurones, mais aussi qu'est-ce qui se passe, je dirais, dans ta pensée et dans ta conscience. Voilà. Donc moi, mon travail, c'est de regarder ces fluctuations électriques à différentes échelles. On va en reparler, je crois, tout à l'heure, c'est-à-dire soit à une échelle globale en faisant ce que vous connaissez tous, qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est-à-dire ça, c'est une vision assez grossière, j'allais dire, de l'activité du cerveau. On met une grosse électrode sur le cerveau et on voit des fluctuations, mais aussi... Et là, c'est un peu ma spécialité par rapport à ta question. C'est aussi la capacité dans notre laboratoire de mettre des sondes, des électrodes à l'intérieur des neurones individuellement. Donc on met des toutes petites sondes en verre qui font 0,1 micron de diamètre à la pointe. On les insère à l'intérieur des neurones et ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe
dans les neurones en même temps qu'on enregistre l'activité globale du cerveau. Donc on comprend les mécanismes en fait qui sont responsables de ces activités globales. Et ça on le fait dans des conditions physiologiques, normales, celles qu'on a en ce moment. Là ici tout le monde est vivant j'imagine, enfin je pense, j'espère. Tout le monde est conscient, la plupart sont attentifs, hein, ça ce sont des conditions physiologiques. Et puis on regarde dans des conditions anormales. Quand je dis anormal, c'est pas péjoratif, hein, des conditions pathologiques comme l'épilepsie, les comas extrêmement profonds. Et comme tu l'as dit au début, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de décrypter ce qui se passe quand on passe d'un état vivant, je parle d'état vivant et pas de vie, je préfère, vers l'état mort. Et là, il y a tout un monde que nous avons découvert. Alors, celui qui va consister dans notre paysage pour cette heure de discussion, c'est le cerveau qu'on voit derrière nous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques petites introductions sur les zones et les endroits où on va voyager? D'accord. Alors là, il faudrait une centaine d'heures. Donc, si vous êtes accroché, si vous n'avez rien à faire pendant quelques mois, on peut regarder cette diapositive. Non, pour dire globalement, sur l'image de gauche, déjà, The Brain, là, la figure 27, on voit ce qui se passe un peu en surface. D'accord. Donc, on voit ces replis très jolis qu'on appelle des gyri, qui sont des replis du néocortex. Et dans ce néocortex, il y a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire être conscient, être intelligent, entendre ce que je dis, je dis bien, comprendre ce que je suis en train de dire, et encore un autre truc, c'est se représenter ce que je suis en train de dire par rapport à votre propre histoire et votre propre culture. Ça, c'est le rôle du néocortex. Très important pour être, je dirais, un être humain au sens plein, un être humain qui est bien cortiqué, comme on dit, et qui est capable de penser et de raisonner. Alors maintenant, si on regarde cette fois l'image qui se trouve à droite, on voit des structures sous ce cortex, et ça, ces structures-là, elles ont d'autres fonctions. Elles permettent, par exemple, toutes les informations sensorielles que vous allez capter au cours de votre existence, à chaque instant, en fait, de votre vie, de remonter justement vers le cortex et d'être analysées par ce cortex, et ce qui vous permet de vous faire des représentations mentales de ce que vous êtes en train de vivre. Et si on regarde encore en dessous, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, il y a cette structure qui est blanche, en fait, sur cette image, qu'on appelle le tronc cérébral. Et ça, c'est une structure extrêmement importante et extrêmement sensible. C'est grâce à elle que, vous êtes capable de vous réveiller le matin, que vous êtes capable d'être conscient, et surtout, et je pense qu'on va en parler quand on va parler de la mort, c'est la structure qui vous permet de respirer spontanément. Car vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais vous respirez en ce moment spontanément. Vous n'avez pas besoin de processus conscients pour pouvoir activer votre respiration. Votre tronc cérébral le fait pour vous, et heureusement qu'il fait pour vous, parce que sinon vous pourriez tomber instantanément en état de mort cérébrale. Alors, vous avez prononcé le terme, mort cérébrale, merci. Parce qu'effectivement, ce cerveau, il arrive qu'on en soit privé, tout en pouvant continuer à respirer, à avoir un cœur qui bat. C'est un nouveau type de mort qui est émergé au XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous déterminer un petit peu, nous définir un peu ce nouveau type de mort? Oui, alors je pense que c'est important parce que c'est une mort qui est très mal comprise et qui est souvent confondue à tort avec ce qu'on appelle les états végétatifs permanents. La mort avant 1959, c'était la mort que l'on considère encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrêt cardio-respiratoire. Avant, je dirais, on mourait par le cœur. C'est-à-dire quand le cœur s'arrêtait de battre. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand le cœur s'arrête de battre, on va continuer à vivre. Non, bien sûr. Mais ce qui s'est passé dans les années 50, c'est qu'on a développé les services de soins intensifs et de réanimation. Et là, on a inventé, à l'occasion, et ça a été quelque chose à la fois de très important en termes de médecine, de clinique, mais aussi extrêmement important pour comprendre ce que c'est qu'un être humain, en fait. Parce que quand on a inventé les respirateurs artificiels, on a pu mettre des êtres humains dans un état dans lequel ils n'auraient pas pu être avant. Et ces êtres humains un peu bizarres, un peu inquiétants, ils ont été décrits pour la première fois par des Français, Mollaret et Goulon, qui ont décrit des patients. Mais à quelle époque, là Là, on est en 1959. Mollaret et Goulon décrivent un ensemble de patients qui sont dans un état extrêmement inquiétant. Ce sont des patients qui ont manifestement un cerveau qui est détruit en grande partie, et de manière irréversible, qui ont un électroencéphalogramme qui est plat, cette activité dont je parlais tout à l'heure et qui reflète votre état de vigilance. Donc l'électroencéphalogramme est plat, c'est comme dans les films, vous savez, quand on voit un truc qui fait bip comme ça, là, c'est plat.
Ils ne peuvent pas respirer spontanément. Pourquoi? Parce que le tronc cérébral dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, il est engagé en fait, il est un peu descendu dans la boîte crânienne et il est comprimé dans le trou qui se trouve à la base de votre crâne et qui empêche ce tronc cérébral de fonctionner. Donc ils ne peuvent pas respirer spontanément, mais le respirateur artificiel permet au cœur de continuer à battre. Donc on a des, j'allais dire des patients, mais ce ne sont pas des patients, ce sont des morts en fait. Ce sont des morts qui ont un cœur qui bat. Ce sont, par conséquent, c'est comme ça qu'on les appelait, ce sont les anglo-saxons qui les ont appelés comme ça au début, des cadavres au cœur battant. Ce sont des personnes que l'on va considérer à partir de 1968 comme étant morts, mais morts, alors ils ne sont pas morts symboliquement pour la famille, parce que le cœur bat, d'accord ? Mais ils sont morts pour la médecine et pour la justice. Ils sont déclarés morts, mais ils ont un cœur qui bat grâce à la respiration artificielle. Donc on est passé de cette vision, je dirais, cardio-centrée de l'existence humaine à une version cérébrocentrée de l'existence humaine. Et je pense que dans l'avenir, puisque c'est aussi un peu ça la science-fiction, hein, c'est essayer de se projeter dans l'avenir, on arrivera un jour, je pense, à une vision cogito-centrée de l'existence humaine, c'est-à-dire pour un être humain soit digne d'être vivant, d'être considéré comme un être humain, il faudra qu'il soit capable de penser. Voilà. Alors, certains de ces morts cérébraux, vous les décrivez dans votre livre. Il y a certains cas qui sont justement dignes de science-fiction. Est-ce que vous voulez citer quelques cas qui vous ont particulièrement marqué et qui font justement réfléchir à la frontière entre humain et non-humain? Oui, alors ça, il y a des cas qui sont véritablement tragiques et qui sont de plus en plus nombreux. Alors il y a un cas déjà, là je vais vous faire un peu frissonner, je m'en excuse, hein, c'est pas très ragoûtant ce que je vais dire, c'est même profondément triste en fait. Il y a des femmes enceintes qui tombent en état de mort cérébrale. Alors si, dans une telle situation, on peut restaurer une respiration artificielle, il faut bien comprendre que quand on fait ça et que le cœur bat, ça veut dire que même si le cerveau que l'on voit derrière moi, même s'il est détruit et qu'il est privé d'oxygène, c'est ce qui se passe quand on est en état de mort cérébrale, la circulation sanguine est interrompue, les autres organes continuent à fonctionner, y compris les systèmes de perfusion du fœtus. Donc on a des femmes qui deviennent, et je m'excuse du terme, ce qu'on appelle des incubateurs cadavériques, c'est-à-dire l'enfant va continuer à grandir, à se développer dans une mère qui est morte en état de mort cérébrale, qui est donc déclarée morte avant la naissance de son enfant. Ça c'est un cas tragique. L'autre cas un peu aussi tragique et encore plus étrange, je dirais, c'est celui de cette jeune fille américaine dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais peu importe, qui est tombée en état de mort cérébrale alors qu'elle était enfant. Et puis ses parents, en fait, ce qui se passe en France et aux États-Unis, c'est que quand on est dans un état de mort cérébrale, ce que font en général les réanimateurs, c'est d'essayer de questionner la famille pour savoir s'ils acceptent que l'on puisse prélever des organes pour pouvoir sauver d'autres personnes. Bon. Dans le cas de cette jeune fille américaine, les parents ont refusé ça et ont même refusé, parce que quand on refuse ça, au bout d'un moment, on va arrêter les soins à ces patients, à ces personnes qui sont mortes, parce que ça ne sert juste à rien. Les parents ont refusé la décision de justice et ont récupéré tout le matériel. En tous les cas, ils ont pu obtenir tout le matériel qui permet la respiration artificielle et ont installé leur fille chez eux. Cette fille était une enfant et elle a grandi en état de mort cérébrale. Et elle est devenue une femme en état de mort cérébrale. C'est-à-dire que cette jeune fille a passé la puberté alors qu'elle était morte. Ça, ce sont des cas limites. Alors heureusement, ils ne sont pas très fréquents. Enfin, ils existent. Et comme tu disais, ils montrent le côté flou, cette zone entre chien et loup qui existe entre la vie et la mort, où il faut distinguer, je dirais, la vie au sens physiologique classique du terme. C'est l'ancienne vie, je dirais, c'est quand le cœur bat et que le cerveau fonctionne et que tous les organes fonctionnent très bien. Et puis cette vie un peu fragmentée, un peu partielle, où on peut avoir une sorte de dissociation, de dissonance fonctionnelle entre nos différents organes, et on peut être considéré mort alors que la plupart de nos organes sont vivants. C'est ça la leçon quand même. On est bien d'accord que si on arrête la machine, le cœur s'arrête. Bien évidemment. Et très vite. Et très vite. Alors, cet état entre vie et mort, on n'a pas attendu l'invention du respirateur artificiel pour la rêver, la penser dans la science-fiction, et dans la médecine non plus.
Donc il y a certains médecins qui ont travaillé sur le cerveau, et en tout cas nos nerfs, et il y en a certains dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, et je crois qu'on commence par Galvani. Galvani. Alors Galvani, c'est un peu, je dirais, c'est un peu le père de mon cœur de métier, quoi. C'est celui, on pourrait dire, qui a inventé ce qu'on appelle l'électrophysiologie, cette science qui s'intéresse en fait au fonctionnement électrique du système nerveux, mais en fait de tous les tissus vivants en général, et en particulier du système nerveux, parce que dans le cadre du système nerveux, l'activité électrique, c'est vraiment en fait un repère, c'est un signe du fonctionnement de ces différentes structures. Alors Galvani, qu'est-ce qui s'est passé? Galvani, en fait, tout a commencé par un accident. C'est souvent le cas. Hein. Un accident qui n'était pas attendu, c'est-à-dire il était dans son laboratoire, il y avait sa femme, un assistant. Alors qui était-il déjà? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était... alors, en fait, à l'époque, on n'était pas simplement... On n'avait pas un titre unique. Alors là, c'était un médecin, c'était un physicien, c'était un physiologiste. Enfin, c'était un savant. C'était un savant qui faisait des expériences. Et il avait laissé traîner dans son laboratoire une grenouille à laquelle on avait coupé la tête et on avait libéré le nerf sciatique qui restait connecté à un des muscles de la patte de la grenouille. Très bien. Et puis quelqu'un à côté, vous voyez, a tiré une étincelle électrique d'une machine électrostatique qui est ronde ici, que l'on voit derrière moi, a tiré une étincelle électrique, d'accord? Mais au même moment, quelqu'un, et peut-être la femme de Galvani, avait posé un scalpel en métal sur le nerf sciatique. Cette étincelle électrique, en fait, qui a créé une sorte d'électricité électrostatique dans l'air atmosphérique, a permis de transférer l'électricité du scalpel au nerf. Et à ce moment-là, il faut imaginer la situation, il faut vraiment imaginer ce qui s'est passé. Ce cadavre de gros Busantel s'est mis à bondir. Et là, Galvani comprend une première chose, il comprend l'électricité. L'électricité peut déclencher des mouvements dans des corps. Alors là, en l'occurrence, ce sont des corps de grenouilles sans tête, donc des grenouilles qui sont manifestement mortes. Mais il est allé beaucoup plus loin, parce qu'après, avec son neveu, dont on va peut-être parler, il a aussi prouvé que ce qui nous fait fonctionner, c'est-à-dire l'activité des nerfs, l'activité des muscles, tout ça fonctionne grâce à des propriétés électriques, en fait, de vos cellules. Donc il est l'inventeur, je dirais, de la stimulation électrique, qu'on appelle le galvanisme, et qui est encore beaucoup utilisé encore aujourd'hui dans la recherche. Moi, je fais beaucoup de galvanisme dans mon laboratoire, mais dans la médecine aussi, on fait du galvanisme, et voilà. Et alors, quand vous parlez d'électricité, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu, s'entendre sur ce qu'on parle quand on dit, ce qu'on veut dire quand on dit électricité? C'est pas comme la prise Non, il n'y a pas de prise électrique à l'époque, hein, vous vous en doutez. Et en fait, même à l'époque de Galvani, en tous les cas, là on est avant 1800, parce qu'en 1800, il s'est passé quelque chose qui a complètement changé le monde de l'électricité, mais avant 1800, ce qu'on faisait, c'est qu'on réalisait, alors c'est un peu technique, hein, je m'excuse, des couples bimétalliques. C'est-à-dire on utilisait deux métaux différents, et deux métaux différents, si on les met en contact, ils vont créer un courant électrique. Parce qu'ils ont, encore un terme technique, mais je fais exprès hein, pour faire genre, ils ont des potentiels d'oxydoréduction différents. Voilà. Alors, quand on fait ça et qu'on pose un couple de métaux sur un nerf ou un muscle, c'est ce que faisait donc Galvani, il y a un courant qui va passer entre ces deux métaux, et ce courant va traverser le nerf ou le muscle. Et quand ça fait ça, soit le nerf est activé et va secondairement activer le muscle, soit on va activer directement le muscle. Mais le bilan est le même. La patte de grenouille sans tête va bondir et va se contracter. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut voir un nerf comme un fil électrique? J'aime pas cette idée-là, parce que c'est pas un fil électrique, un nerf, c'est une structure extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses dans un nerf. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les nerfs, tous vos nerfs, et notamment les nerfs que vous êtes en train d'utiliser pour m'entendre, qui sont des nerfs qui se trouvent dans votre oreille interne, ce sont des nerfs qui ont la capacité de faire circuler ce qu'on appelle des potentiels d'action. Alors c'est un terme un peu compliqué aussi, mais peu importe, ce sont des ondes électriques en fait qui sont très très courtes, ça dure 1 milliseconde. 1 milliseconde seulement. Elles sont déclenchées dans vos nerfs quand je suis en train de parler là. Là je parle avec une certaine fréquence, hein. Le son qui sort de ma bouche a une certaine fréquence. Et bien ça va déclencher certaines fréquences de potentiel d'action dans vos nerfs périphériques de l'oreille. Et puis ça va aller accéder au tronc cérébral. Et puis après au thalamus, peu importe le nom, et après au cortex. Et quand ça arrive au cortex, 1, vous m'entendez, 2, vous comprenez ce que je dis parce qu'on parle la même langue, et 3, vous réfléchissez et vous critiquez ce que je suis en train de dire.
Tout ça grâce à l'électricité, pour répondre à ta question. Et donc ces grandes découvertes de Galvani qu'on associe souvent, dans beaucoup de films notamment, à cette expérience de pâte de grenouille dans un orage. Est-ce que c'est une vraie expérience? Oui, c'est une vraie expérience. C'est une expérience absolument sensationnelle où effectivement il avait... Parce que son idée c'était de voir est-ce que l'électricité qui existe dans l'air, tout le temps, d'après lui, pouvait déclencher du coup un courant électrique qui pouvait diffuser à travers, dans ce cas-là, le nerf et le muscle de la grenouille. Alors il avait pendu à un fil électrique, écoutez bien le truc, pendu avec un fil électrique une grenouille décapitée, vous me suivez? Donc il avait fait une dérivation électrique entre le nerf sciatique et le fil électrique, et il a fait ça exprès pendant une journée orageuse en plein été, d'accord? Et il attendait par conséquent que l'orage se déclenche, et pour voir si cet orage qui se déclenche avec l'éclair pouvait transmettre l'électricité au fil électrique et à la grenouille décapitée qui était pendue sur son fil électrique. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. Donc à chaque fois qu'il y avait un éclair, paf, la grenouille pouvait se contracter ses pattes, et voilà. Et c'est comme ça qu'il a montré que l'électricité atmosphérique, déclenchée au cours d'un orage, uniquement au cours d'un orage, ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas tous les jours, est capable de se transmettre, et dans ce cas-là, d'activer les pattes d'une grenouille morte. Alors la fascination pour cette étincelle de vie ne s'arrête pas aux pattes de grenouille, et il transmet sa passion donc à son neveu, dont vous parliez, à Dini. Je crois que c'est notre slide suivante. Oui, alors là, il faut avoir, comme tu disais au début, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais... Je vous promets, après, on arrête de raconter ces histoires-là, et on passera juste aux ondes. Oui, les autres, c'est pas non plus... Enfin bon, bref, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, en fait, Aldini, c'est le neveu de Galvani. C'était un garçon extrêmement imaginatif et extrêmement courageux. En 1800, ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, le grand Volta invente la pile électrique. Et là, ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce que Volta invente un système qui permet de débiter beaucoup plus de courant que les couples bimétalliques de Galvani. Donc là, il y a une source d'électricité. Une pile, on s'entend, c'est quoi? Parce que pour une pile, voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comment, mais... En fait, ça marche un peu de la même manière. On va utiliser différents métaux et on va créer un courant qui va s'accumuler. Et donc, on a des condensateurs de charge électrique grâce à des métaux. Mais elle ressemble à quoi? Alors, c'est une grande colonne. Alors là, manque de chance, elle n'est pas représentée ici. Si, en fait, on la voit, en fait. Hein, on la voit... à gauche, en haut, en fait, on voit des grandes piles qui sont représentées, voilà. Et Aldini prend sous son bras ces piles électriques et il va partir en tournée dans toute l'Europe, y compris en France. Il va venir en France aussi. Je ne crois pas qu'il soit venu à Nantes, il est allé à Paris, ça c'est sûr. Et lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des simulations sur des fragments de cadavres humains ou des cadavres humains entiers. Alors, ce que j'ai montré derrière cette image, qui est issue d'un des livres d'Aldini, montre un peu l'imagination invraisemblable de ce physiologiste. L'idée étant de savoir jusqu'à quel point, en fait, une fois que quelqu'un est mort, et que les différents organes sont morts, apparemment morts en tous les cas, jusqu'à quel point ils peuvent encore répondre à des stimulations électriques. C'était ça la question. En fait, ce sont des explorateurs qui ne savaient pas où ils allaient. Mais ils sentaient de manière intuitive, mais aussi grâce à la physiologie, que l'électricité était quelque chose d'important pour stimuler, mais aussi important pour le fonctionnement. Alors ils ont fait des tas d'expériences. Et là, Aldini, vous voyez à gauche, il a deux têtes. Ça, alors, toutes ces expériences ont été faites sur des condamnés qui avaient été décapités. Deux têtes, vous voyez, donc on est à gauche, deux têtes séparées. Il va faire un arc électrique entre une électrode dans l'oreille d'une des têtes et puis une électrode dans le cerveau de l'autre. Il va fermer son circuit électrique, et là, qu'est-ce qui se passe? Paf, la tête de gauche et la tête de droite vont se mettre à grimacer. Donc on a des têtes décapitées qui font des grimaces, parce qu'il a fait un arc électrique entre les deux. On voit encore... Alors peut-être celle qui est la plus étrange de mon point de vue, c'est celle qui se trouve à droite, en haut à droite. Là, il a mis deux têtes décapitées de tête-bêche, si j'ose dire, du coup, elles sont tête-bêche, nécessairement. Et le plan de coupe, du coup, dans ce cas-là, laisse passer le courant. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté sa pile, vous voyez, avec un connecteur au niveau de la bouche d'une des têtes, et puis il a relié les deux têtes. Et là, quand il fait ça, il faut imaginer, ça il le raconte très très bien, parce que tout ça, tout ça c'est publié comme nous on publie aujourd'hui nos articles scientifiques, hein, de la même manière. Donc là, il raconte que quand il ferme son circuit électrique, les deux têtes bêches décapitées se mettent à faire des grimaces en même temps. Vous voyez le truc, bon. Alors il a continué tout ça, mais
Alors, quand on voit ça, on a envie de demander pourquoi. Est-ce que tu permets que je te raconte l'expérience ultime? L'expérience ultime d'Aldini, en fait, il l'a fait en Angleterre en 1803. Bon, je vais passer sur les détails, mais il y a une exécution en Angleterre, mais là, par contre, on va pas décapiter. Les gens ne sont pas décapités, ils sont pendus. Donc il va pouvoir obtenir un corps entier avec la tête et le corps. Et là, il va organiser une séance de démonstration auprès de la jet-set londonienne de l'époque, d'accord? Donc ce qui va attirer beaucoup de monde, beaucoup de curieux. Et il va avoir son corps, le corps du condamné qui s'appelle George Foster, il va emmener sa pile, ses piles, et il va stimuler ce corps devant un public qui n'est pas un public de spécialistes, c'est un public un peu comme nous ici, quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc terrible, accrochez-vous, je m'excuse, je vais dire des choses un peu grossières. Hein. Il va mettre une électrode dans l'oreille de George Foster et l'autre, il va le mettre dans son rectum. D'accord? Et là, il va fermer, il va débiter une énorme charge de courant électrique. Et que fait George Foster mort, à votre avis? Il se redresse, il s'assied sur la table, d'accord, sur laquelle il était posé. Et là, panique dans l'assistance, les femmes s'évanouissent, les hommes aussi d'ailleurs. Ils partent, et même un médecin qui était présent, il est rentré chez lui comme un fou furieux, il est mort d'une crise cardiaque pendant la nuit, tellement il avait été impressionné par lui. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Hein. Et parce qu'ils ont cru, en fait. Tout le monde a cru, écoutez bien, c'est ça que, par rapport au parallèle avec Frankenstein, tout le monde a cru que George Foster était revenu à la vie. Il faut imaginer le truc, le cadavre, qui se lève, alors en plus il raconte, il ouvre un œil, il fait une grimace, etc. Et il s'assied alors qu'il est mort. Avec une électrode dans le fondement, en plus. Ah, mais alors, à part effrayer les Londoniens qui n'avaient rien demandé, à quoi sert cette expérience? À rien. Non mais en fait, il faut imaginer ce que c'est que la recherche en général. Quand on fait de la recherche, en fait, on avance dans le noir. D'accord? En fait, tous les chercheurs, je ne sais pas s'il y en a ici aussi, ils vont comprendre ce que je veux dire, mais vous aussi, vous allez comprendre, c'est simple en fait, c'est ce qu'on fait quand on veut faire quelque chose de nouveau en fait. On avance dans le noir avec notre imagination. D'accord? Alors on essaie d'être créatif. Alors on n'est pas créatif à partir de rien. Ici, il s'était basé sur les expériences de son oncle. Mais il sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et en fait, même si ça ne sert à rien, ce qu'a fait Aldini quand même, il a inventé quelque chose quand même qui existe toujours aujourd'hui, ce sont les stimulations électriques que l'on applique aux patients. Ici, je sais qu'il y a beaucoup de défibrillateurs sur ce site. C'est grâce à lui, c'est grâce à Aldini, et c'est grâce à Einstein dont on n'a pas parlé, mais peu importe. Ce sont grâce à ces physiologistes du début du 19e siècle que les défibrillateurs existent. Parce qu'un défibrillateur, c'est quoi? C'est un système qui permet, avec un courant électrique, de faire repartir un cœur qui s'est arrêté. Que fait ici Aldini? Alors bien sûr, il ne fait pas la même chose, mais il fait s'asseoir un corps qui est mort. Alors évidemment, le parallèle est un peu rapide, mais ça revient un peu au même. C'est-à-dire, en fait, il a compris qu'avec des courants électriques, on pouvait réactiver des organes. D'accord? En fait, c'est ça à quoi ça sert. Même si lui, il n'a pas pu le faire comme je viens de le dire, ça a servi à faire ça, ça a sauvé énormément de personnes, et ça soigne par exemple aussi les malades atteints de la maladie de Parkinson, chez lesquels on fait des stimulations profondes dans le cerveau, et qui soignent les symptômes. Voilà, ça sert à ça. Alors, il y en a une, on ne sait pas si elle a été témoin ou elle a entendu parler de ses expériences à l'époque, mais Mary Shelley écrit à peu près à la même période Frankenstein. Alors, je crois qu'on a aussi... Voilà, une petite slide, Frankenstein qui ça change un peu. Hein. Donc voilà, on va faire un petit tour par le romantisme avant de revenir au cerveau après. Donc Frankenstein qui naît dans cette villa au bord du lac Léman lors d'une nuit un peu d'épouvante entre des poètes et des écrivains. Peut-être un petit mot rapide sur pourquoi ce récit vous fascine. C'est une longue histoire, là tu me prends comme ça, mais en fait je ne sais pas. Je vais vous raconter une histoire personnelle, c'est pas grave, on peut raconter des choses personnelles, ici ça restera entre nous, vous me promettez? Bon, j'ai failli mourir, ok? Bon, peu importe. Peu importe, pas pour moi en tous les cas. Non, mais c'est pas ça qui est important. Et quand j'étais dans une période de récupération, après un grave accident de santé, tout à coup j'ai eu une sorte de frénésie pour ce roman. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'emmène le maximum de versions, de traductions du roman de Marie. Alors bien sûr, je le connaissais comme tout le monde. Hein. J'étais un fan des films,
toi aussi, je sais, notamment des films de la Hammer, par exemple, avec ces Frankenstein tout à fait extraordinaires. Mais écoutez bien, j'avais jamais lu le roman, en fait. Donc je demande le roman, je ne sais pas pourquoi. Je lis plein de versions, je lis les différentes introductions du roman, et c'est là où ça va connecter avec ce qu'on a dit avant. Et puis je lis toutes les préfaces qui ont été écrites par des écrivains de science-fiction, pas toujours très bons pour le coup, qui ont dit beaucoup de sottises sur l'histoire de Frankenstein, etc. Et je me suis passionné pour ça, et il y a eu une sorte de convergence qui s'est réalisée entre ce qu'a voulu faire en fait Mary Shelley, en tous les cas la quête, non pas Mary Shelley, mais je dirais la quête du docteur Frankenstein, et les recherches qui ont été effectuées dans mon laboratoire. On a eu une sorte d'harmonie qui s'est installée de manière un peu... Alors, quand je dis accidentelle, tout le monde me dit que c'est pas vrai. Moi, j'ai le sentiment que c'est accidentel, mais ça l'est peut-être pas, je sais pas. Alors, quelles sont ces recherches, justement? Alors, les recherches en question. Alors, en fait, il y a quelques années, je vais raconter l'histoire. C'est bien, en fait, de raconter cette histoire, en fait, des idées, l'histoire des découvertes. Il y a quelques années, je tombe un peu par hasard sur une publication dans lequel des collègues que je connais, des collègues hollandais, s'étaient, j'allais dire, amusés, alors c'est vraiment pas drôle du tout, à décapiter des rongeurs. Bon. Elle a effroi. Normalement, il y a un effroi dans la salle, non? Mais ils le faisaient gentiment. C'est-à-dire que leur but, en fait, était de savoir si le fait de décapiter un animal, est-ce que c'était une manière humaine, écoutez bien, de le sacrifier. D'accord? Bon. Parce que l'idée est la suivante, quand on décapite un être vivant, un mammifère en l'occurrence, est-ce que très vite on va disparaître les ondes dont je vous parlais, les ondes du cerveau, qui sont les ondes de la conscience? Bon. Ils font ça, mais quand ils font ça, ils vont découvrir incidemment, accidentellement, une onde électrique qui apparaît dans l'électroencéphalogramme. Et cette onde, ils vont la baptiser The Wave of Death, l'onde de la mort. L'onde de la mort parce qu'on voit, peut-être qu'on le verra après, je sais pas, tu peux le mettre après éventuellement, voilà, c'est ce que l'on voit. Alors ça, c'est pas eux, ça c'est moi qui ai fait, c'est mon laboratoire qui a fait ça. Mais vous voyez, le tracé qui est tout en haut, on voit à gauche, en fait, la partie très noire, très épaisse, c'est l'électroencéphalogramme de l'animal qui est dans un état normal, comme nous en ce moment. Et puis la flèche rouge, l'anoxie. L'anoxie, en fait, il faut savoir que tous ici, nous allons mourir d'une anoxie. Ce qui fait la mort, c'est le fait qu'à un moment donné de notre existence, il va y avoir un arrêt de l'apport d'oxygène dans notre cerveau. Depuis l'invention de la mort cérébrale dont on a parlé tout à l'heure, ce qui fait la mort d'un être humain, même si son cœur bat, comme tu disais, c'est finalement le fait que le cerveau ne soit plus nourri par de l'oxygène. Okay, bon. Donc l'anoxie ici, c'est ce qui va précipiter, c'est ce qui devrait précipiter la mort de l'animal. Donc ils continuent à enregistrer, c'est un peu comme cette expérience, et puis finalement ils voient apparaître ici une grande onde, alors que le tracé est plat, ils l'appellent l'onde de la mort. Donc moi je vois ça, et je me dis c'est quand même marrant ce truc-là, non? Vous trouvez pas ça marrant, vous? Enfin, c'est un truc bizarre, l'onde de la mort. On est quelques minutes après la décapitation, c'est l'idée. Là, l'animal est mort. Alors là, c'est pas la décapitation, eux ils le voient un peu plus précocement que ici, mais ils voient cette onde-là. Et moi, on fait une réunion de crise dans le laboratoire, je convoque les chercheurs, les étudiants, les thésards, tout ça, et je leur dis, mais c'est quoi ce truc? Il faut découvrir ce que c'est que la onde de la mort. Vous êtes d'accord? Vous auriez fait pareil, non? Enfin, donc on fait une réunion et on décide de lancer un projet de recherche sur cette onde de la mort. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais nous, on a fait mieux qu'eux, parce qu'on est meilleurs, évidemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré non seulement l'électroencéphalogramme au cours de l'anoxie, mais aussi, on a fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a mis une toute petite électrode à l'intérieur d'un neurone. On voit un neurone à gauche, là. Le tube, ici, il est en fait à l'intérieur qu'on appelle le corps cellulaire du neurone. Et puis, il y a un autre tracé tout en haut, c'est donc l'électroencéphalogramme. Je passerai sur le tracé du bas, c'est pas très intéressant, là. Donc, on a ces deux tracés ici que vous voyez en haut, d'accord, qui reflètent l'enregistrement simultané de qu'est-ce qui se passe dans l'électroencéphalogramme et qu'est-ce qui se passe dans un neurone en même temps. Le but étant de découvrir justement quelle était l'origine de cette onde qu'on appelle l'onde de la mort. Donc peut-être je décris ce qu'on voit. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Vous voyez, ce qu'on voit sur la gauche, on voit que tout est actif, et puis tout à coup les choses vont commencer à se ralentir, ça devient plat, et dès qu'on voit l'onde de la mort, on voit que le neurone il fait une sorte de grosse vague comme ça. Et quand il fait cette grosse vague, le neurone, ça veut dire qu'il est en train de perdre les propriétés que Galvani avait découvertes, en fait. Les propriétés électriques qui lui sont propres et qui font que ce neurone fonctionne correctement. Et ça, c'est le début de la fin. Il se vide, quoi. Alors il se vide, oui, presque physiquement, au bout d'un moment, il va finir par se vider. Mais là, en tous les cas, il va se vider de ses charges électriques.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait mieux que les Hollandais, notamment, si je comprends bien, en ne décapitant pas le rat. Non, parce qu'on s'est dit quand même décapiter un rat, c'est pas sympa, donc on va faire un autre truc, on va essayer de récupérer les rats. Donc on va faire des choses transitoires. Donc au lieu de décapiter, on a inventé un système qui permet de priver l'oxygène. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est mimer ce qui se passe chez quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce qui se passe? Si on arrive à intervenir suffisamment vite, on peut faire repartir le cœur et on peut réoxygéner le cerveau. Nous, on a fait pareil. Nous, on a voulu en fait faire un modèle de ce que font les réanimateurs d'urgence sur quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardio-respiratoire. Et là, aux surprises, ça a été une grande surprise, et, enfin je pense une grande découverte en tous les cas, c'est que si on continue à regarder le tracé, vous voyez, il y a la flèche réanimation, et après il y a un autre truc qui apparaît, cette petite déflexion vers le bas, vous voyez, le petit blip vers le bas. Ça, quand on a découvert ça, on était vraiment, on était vraiment très étonnés, on n'avait pas prévu le truc. Et ça, en fait, ce petit pic-là, nous, on l'a baptisé The Web of Resuscitation. Alors, ça a été mal traduit, c'est devenu long de la résurrection. C'est pas la résurrection, c'est la réanimation. Et quand on voit cette onde, et depuis, on a fait, après cette publication, là, on continue à travailler beaucoup dessus. À chaque fois, écoutez bien, à chaque fois qu'on voit cette onde, on est sûr à 100% que le cerveau va récupérer après une anoxie. Donc, on a ici un marqueur positif pour nous, dans nos préparations, dans nos recherches, à 100% de réussite, de récupération de l'activité du cerveau. Je parle d'activité spontanée, hein, de ces activités électriques qui sont présentes dans votre cerveau en ce moment. Là, il y a des activités spontanées dans votre cerveau qui font que vous êtes conscient et attentif. Et ces activités-là, quand on voit cette onde, on sait qu'elles vont récupérer. Observe-t-on ces mêmes ondes sur les humains? Sur les humains. Alors, l'onde de la mort, oui, ça a été décrit. Alors, elle a un autre nom qui est beaucoup moins je dirais, science-fiction. Elle s'appelle the Terminal Stranding Depolarization. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire ou pas? Non, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est une onde. En fait, elle a un autre nom, mais c'est exactement la même chose. Et les Américains, eux, enfin, quand je dis les Américains, c'est pas les Américains en général, ce sont les chercheurs américains et les réanimateurs américains. Eux, ils ont des capacités d'aller un peu plus loin dans la recherche qu'on peut appliquer chez l'homme, et que nous, en France, nous ne pouvons pas faire. Et aux États-Unis, ce qu'ils peuvent faire, c'est quand ils ont des patients qui sont dans un état désespéré, ils peuvent mettre des électrodes dans le cerveau de ces patients. D'accord? Donc on est dans des situations limites. On sait que le patient va bientôt être extubé. Je dis ça, je dis un terme un peu neutre, un peu technique pour ne pas dire une horreur, c'est-à-dire on va arrêter la respiration artificielle du patient, donc on va précipiter sa mort en fait, tout simplement. Donc les patients vont être extubés bientôt, et certains chercheurs américains peuvent le faire, ça. Ils peuvent regarder ce qui se passe dans le cerveau juste avant, et pendant, et juste après l'extubation, ce que nous ne pouvons pas faire. Et là, en faisant ça, ils ont découvert cette onde de la mort. Donc cette onde de la mort, elle existe chez les patients humains, chez les humains, tout simplement pour les patients, chez les humains, ça existe. Et elle a la même forme. Et moi, c'est mon hypothèse, mais je pense que personne ne me contredira. Enfin, peut-être quelqu'un me contredira ici, j'espère. Je pense que l'onde de la mort chez l'humain reflète exactement la même chose que cette onde de la mort qui est ici, c'est-à-dire la même activité dans les neurones. Et alors, s'il y a une onde de la réanimation, l'onde de la mort n'est pas la mort. Oui, c'est très très bien vu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a écrit l'article, le premier article, on avait commencé l'article en parlant de Web of Death. Et puis après, on a donné un autre nom qui est moins sympa, c'est The Web of Anoxic Depolarization. Mais bon, ça veut dire donc c'est plus technique, mais ça reflète plus ce que c'est. C'est-à-dire c'est une onde de dépolarisation. Un mot technique encore, mais peu importe. De dépolarisation anoxique, qui veut dire que les neurones sont en train de mourir. Mais pas morts. Ils sont en train. Et si on ne fait rien, ils vont mourir, à coup sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on est à ce moment-là? Mort ou pas mort? Tu peux mettre la diapo d'après, peut-être? Oui. Bon, alors là, je vais vous présenter... c'est un scoop, hein, parce que ça, c'est pas encore publié, je vous le dis. D'ailleurs, je ne devrais pas le faire, mais j'ai décidé que pour les utopiennes, j'allais faire un petit effort. Et je vais vous présenter quelque chose qui est en cours de réflexion. Voilà. Alors ça, c'est un nouveau modèle que je suis en train de développer, dans lequel j'essaie d'imaginer ce que c'est que la mort, en fait. Véritablement. Alors, mais donc c'est basé sur... Évidemment, là, il va falloir oublier toutes les conceptions spiritualistes au moins un instant. D'accord? Faites cet effort-là. On peut le faire. Moi, j'y arrive. On peut le faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans ce schéma, on voit l'anoxie qui survient à un moment donné.
Et après, en fait, contrairement à ce qu'on pensait avant et ce qu'on pense encore aujourd'hui, tout le monde pense ça. On pense qu'on est vivant et tout à coup, après, on est mort. Hein? C'est-à-dire cette zone grise, moi j'appelle ça la Twilight Zone parce que je suis un fan de science-fiction et de cette série, vous connaissez cette série géniale. Bon. Donc moi j'ai appelé ça la Twilight Zone. C'est cette zone un peu d'incertitude, de transition étrange entre la vie et la mort. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit l'anoxie, ça c'est le début de la fin, je dirais. Haute fréquence, ça veut dire quoi? Ça c'est très étrange. Parce que ce qu'on voit au tout début, on voit que l'activité du cerveau, alors qu'on est inconscient, et ça c'est très étonnant, on voit que l'activité du cerveau correspond à celle de l'éveil très intense. Et il se peut que ces activités haute fréquence, ça reflète ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Vous connaissez ces expériences de mort imminente. Il va y avoir une table ronde là-dessus, je crois, le dernier jour, mardi, je crois. Et d'ailleurs, j'y serai, d'ailleurs. On m'a invité, semble dire, à cette table ronde, mais j'irai avec plaisir. Peut-être que c'est ça. Et puis après, il y a des basses fréquences. Après, le cerveau, l'activité électrique se ralentit. Et puis après, ça devient silencieux. Et puis après, on va à l'ombre de la mort. Et là, on rentre dans un monde, et vraiment, c'est là où se concentrent nos recherches, on rentre dans un monde totalement incertain et imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, quand on va à l'ombre de la mort, on sait, il y a un truc qu'on sait par contre à coup sûr, c'est que si on fait rien, c'est foutu. Ça, c'est clair. Si on intervient, si on remet de l'oxygène dans le cerveau, là, il y a deux possibilités. Soit on voit apparaître la Wave of Resuscitation, l'onde de la réanimation. Et là, on sait que ça repart. Mais si elle n'intervient pas, cette onde, qu'est-ce qui se passe après? Et là, c'est plus embêtant. Parce que, pour l'instant, on prend le pari. Et je pense que vous-même, vous prenez le pari. C'est intuitif, mais c'est aussi la réalité de notre existence et même de la connaissance que vous avez tous avec la mort de proches, la mort en général, même symbolique. On s'attend à un point de non-retour. D'accord? Et bien, ce point de non-retour, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas dans le sens que, pour l'instant, je dis pour l'instant, on n'a rien trouvé d'objectif. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on peut mesurer de manière objective et qui nous dit, là, c'est fini, c'est foutu, on ne pourra pas récupérer. D'accord? Donc la mort, en fait, c'est ce que je dis souvent, en fait, la mort, c'est un horizon. C'est un truc que l'on voit, on sait qu'il existe, mais qui n'existe pas si on veut l'atteindre. Donc en fait, quand on regarde et qu'on s'attend à voir apparaître la mort, ce qu'on fait, c'est juste l'attente désespérée de la Wave of Resuscitation. Pour moi, la mort en tant que physiologiste, c'est ça, c'est une attente désespérée et rien d'autre pour l'instant. Alors, merci Stéphane. Si dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas en état de mort cérébrale, qui n'ont pas... Nous pouvons passer à une petite série de questions-réponses, si vous voulez préciser un peu, que ce soit sur la partie histoire de la médecine ou sur la partie des travaux récents du professeur. Alors pour le micro, ça... D'accord, super. Bonjour. Je me posais la question au niveau de la courbe, parce que la Wave of Resuscitation, vous avez enregistré, là c'est une électrode corticale, et au niveau du corps neuronal, donc c'est vraiment individuel. Oui. Et donc le point de non-retour, vu que c'est un processus global, la mort cérébrale, ce point de non-retour, il s'exprime probablement, j'imagine, plutôt en nombre de neurones qui n'ont pas de wave of resuscitation. Donc, la forme de la courbe, en plus, j'ai l'impression d'une sorte d'expression un peu où quand on a une anoxie, plus ça se prolonge, on a d'abord un certain nombre de neurones qui sont d'abord qui tiennent le coup, puis après ils meurent rapidement, puis au bout d'un moment on a plus que quelques neurones, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement c'est le nombre de neurones qui survivent. Mais je comprends très bien, et c'est une très bonne idée, on devrait travailler ensemble d'ailleurs. Je peux vous engager si vous voulez. Non, mais moi je fais mais j'aime l'idée, mais pour l'instant c'est une très très bonne réflexion. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on fait nos expériences, parce que là vous voyez, là j'ai mis, comme tu disais très bien, tu mets au-dessus, puis tu vois un truc global, et puis en fait tu imagines que différents neurones à différents moments, c'est ça que tu... Bon. Mais en fait, quand on regarde en profondeur, et quand on va capter l'activité de tous les neurones, et même on le fait en ce moment dans tout le cerveau, on regarde, partout, on la voit. Tu vois? Donc en fait, c'est pas tellement le fait qu'il va y avoir certains et d'autres non, puis au bout d'un moment, il va y avoir une masse critique, c'est ça que je pense que tu voulais dire, une masse critique, il faut qu'on parte vers une situation irréversible. Non, c'est pas ça.
pour l'instant, toutes nos données laissent penser que ça n'est pas le cas. Que ça n'est pas le cas. Que c'est plutôt quelque chose, je ne sais pas en fait, si tu veux. Mais c'est pas ça en tous les cas. Une autre question? Bonjour, merci. Voilà, ma question porte sur votre étude éventuelle du fonctionnement ionique des neurones. Parce que moi, ce que je vois là, ça ressemble quand même à une perte de potentiel de repos. Bravo. Vous pouvez nous en dire plus? Merci. Bon, alors, le terme qu'elle a utilisé, peut-être préciser le... Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui connaît bien l'électrophysiologie, et je le félicite, c'est le potentiel de repos. Alors, je vais dire un truc sur le potentiel de repos. Le potentiel de repos, ça n'existe pas. En fait, c'est un mythe. Le potentiel de repos, pour dire à ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, c'est le potentiel électrique de nos neurones quand il n'y a plus d'activité synaptique. D'accord? Le neurone est au repos. Il ne reçoit plus d'informations, il est tranquille. Dans un cerveau normal, vivant, fonctionnel, votre cerveau en ce moment, ce potentiel de repos, il n'est pas là. Ce qu'a dit cette dame à très juste titre, c'est qu'au bout d'un moment, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a plus d'activité, donc on est quelque part au potentiel de repos. Et pour répondre à votre question, oui, c'est exactement ça qui se passe. Le neurone perd son potentiel de repos. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus d'oxygène, il y a une molécule dans votre cerveau et dans vos cellules, mais pas que dans votre cerveau d'ailleurs, qui s'appelle l'ATP. Et cette molécule, en fait, elle fournit beaucoup d'énergie à vos cellules. Et dans le cas des neurones, cette molécule permet justement de maintenir le potentiel dont disait cette dame, parlait de potentiel de repos. Il est maintenu grâce à cette molécule qu'on appelle ATP. Quand il n'y a plus d'ATP, ce potentiel disparaît. Et c'est pour ça, et vous avez compris très bien ce qu'on a découvert du coup, on a découvert que l'onde de la mort, c'était le fait que nous allons perdre le potentiel de repos des neurones et que ce potentiel va finir par s'annuler et approcher 0 millivolts même. Voilà. C'est très technique tout ça, je m'en excuse, mais c'est cette personne qui a emmené le niveau de discussion à ce niveau-là. Le public des Utopiales n'est pas n'importe quel public. Oui, c'est impressionnant. Avons-nous une autre question? Oui, bonjour. Mais du coup, il y a un delta temporel, parce que là, on dit qu'on a une réanimation, mais en même temps, on sait bien qu'une mort cérébrale, au bout d'un moment, quand on réanime la personne, elle a une perte d'un certain nombre de capacités. Donc il y a quelque chose, voilà, j'aimerais que vous expliquiez un peu mieux, c'est pas du tout mon domaine, ce delta-là, et on dit qu'on réanime, et on réanime d'un point de vue juste physiologique le nerf, sans pour autant parler des conséquences, c'est ça? Alors c'est ça et c'est pas ça en même temps, parce que vous avez dit tout à l'heure, quand on réanime quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, c'est juste impossible en fait. Quand on est en état de cérébral, on ne peut pas être réanimé, d'accord? Donc là, ce sont des conditions un peu intermédiaires. Ça, c'est un arrêt respiratoire ou un arrêt cardio-respiratoire. Et pour répondre à votre question, oui, c'est vraiment que des bonnes questions. Je suis très impressionné par la profondeur des questions. Oui, c'est très important parce que ça n'est pas parce que l'on voit les activités spontanées dans le cerveau qui vont revenir qu'il n'y a pas des dégâts qui vont subsister après. Donc toute la question qui est, et c'est une autre question que nous posons, mais décidément on va tous travailler ensemble, ça continue, hein, je suis bluffé. C'est une très bonne question parce que ce qu'il faudrait trouver du coup, c'est un marqueur qui soit un marqueur de récupération fonctionnelle et pas de réanimation. C'est ça que vous vouliez dire à juste titre. Donc pour l'instant, eh ben, vous savez quoi, on le cherche, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Et c'est pour ça qu'on essaie de créer des collaborations avec les cliniciens, avec les réanimations neurologiques par exemple, pour essayer de voir comment on peut faire une translation de ce type de recherche très fondamentale sur les patients et essayer de trouver un marqueur précoce de récupération fonctionnelle. Il faut savoir que beaucoup de gens qui font des crises cardiaques reviennent dans un état catastrophique, soit ils restent en état végétatif, soit ils ont des séquelles neurologiques très graves, soit ils meurent, et une toute petite partie récupère vraiment pleinement. Donc oui, bravo madame, il faut trouver ce marqueur. Tout à fait. Bonjour, alors j'y connais rien, mais je me demandais, est-ce que quand le neurone se vide de son électricité, est-ce que cette électricité va quelque part? Oui, elle va à l'intérieur du cerveau. Et c'est en fait toute la question en fait. C'est-à-dire en fait cette électricité, comme vous dites, elle va, ces ions en fait sont des charges électriques qui vont diffuser à travers la membrane et qui vont s'accumuler dans le milieu entre les neurones, à l'intérieur du tissu cérébral. Et c'est ce qui crée justement ces variations de potentiel électrique que l'on voit. Alors là, le problème, c'est que, en fait, c'est la trace du bas. C'est la troisième trace du bas ici. En fait, elle décrit ce que vous venez, c'est la question que vous avez posée.
Et vous voyez, quand on voit cette déflexion vers le bas de cette trace, c'est ça, exactement ça. C'est le fait que ces charges électriques ont diffusé dans le milieu qu'on appelle extracellulaire, en dehors des cellules du cerveau, dans le milieu, dans le tissu cérébral, mais pas dans les neurones. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme des crises d'épilepsie? Est-ce qui peut déclencher une crise à un moment donné, même si dans d'autres cas on peut constater que la personne est en état épileptique mais ne déclenche pas de crise? Voilà, c'est une question qui est vraiment dans un autre monde, mais qui est aussi le mien. Et je comprends très bien. C'est l'un des cœurs de métier de mon laboratoire, qui est en fait à l'origine de la création de mon laboratoire. C'est pour travailler sur l'épilepsie et pas sur la mort. Donc pour répondre à votre question, les mécanismes de transition entre je fais pas de crise et je fais une crise sont des mécanismes qui sont les moins bien connus en fait. Ce que l'on sait aujourd'hui assez bien, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi, comment un cerveau, à un moment donné, où une petite région du cerveau devient épileptique. Et quand une petite région du cerveau devient épileptique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les neurones, ceux que vous voyez derrière là, ont changé leur capacité à être excités. Ils sont plus excités, plus excitables, hein, ils sont plus facilement mis en jeu par le galvanisme. D'accord? Ils sont plus. Et à un moment donné, c'est ce que vous avez dit, ces neurones qui sont interconnectés entre eux, qui sont plus énervés, hein, qui sont plus excités, plus excitables, ils vont déclencher une crise. Un des grands défis des neurosciences, de la neurophysiologie par rapport à cette question, c'est de comprendre le point de rupture entre je ne fais pas de crise et je fais une crise. Pour l'instant, il y a des théories qui ne marchent pas vraiment très très bien. Et même, on a du mal à prédire. Par exemple, quand on voit l'activité du cerveau avant une crise d'épilepsie, on a du mal à prédire qu'une crise va apparaître. Mais des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Bon. Donc, vraisemblablement, il y a des phénomènes d'emballement au sein des réseaux de neurones qui font que, dans certaines conditions, à partir d'un certain... Je m'excuse, mais vous posez une question un peu technique, donc je vais être obligé d'être un peu technique aussi. On va atteindre un certain niveau d'activité au sein d'un réseau de neurones et qui va peut-être atteindre un certain seuil. Et à partir de ce seuil-là, on va basculer, le réseau va basculer dans un autre état qui sera l'état épileptique. Donc toute la question, c'est de connaître quel est ce seuil et qu'est-ce qui contrôle ce seuil. Voilà. Et pour l'instant, en fait, vous savez quoi? Moi, ça fait 25 ans que j'essaie de comprendre comment sont déclenchées les crises d'absence. Les crises d'absence, c'est des crises qui sont présentes chez des jeunes enfants, et des enfants où il n'y a pas de convulsion, c'est juste une perte transitoire de conscience. Et j'essaie de comprendre depuis 25 ans qu'est-ce qui se passe entre je ne fais pas de crise et je fais une crise. J'ai toujours pas trouvé. Par contre, ce que j'ai compris, c'est pourquoi le cerveau fait des crises d'épilepsie de type absence. Ça, je pense qu'on a vraiment bien découvert ça. Mais la question précise de la transition entre les deux états, c'est pas encore clair. En tous les cas, c'est sûrement différent selon les crises d'épilepsie. Ça, c'est sûr. Avons-nous le temps? Non, c'est terminé? Ok. Eh bien, professeur Stéphane Charpion, on vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci à vous, public, pour cette ouverture des Utopiales. C'était une première conférence du festival. Et le professeur est en signature de son livre tout de suite, là, dans quelques minutes, à la librairie du festival. Merci à vous.